Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 25 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Abidjan accueille demain lundi 26 mars le plus grand rendez-vous du secteur privé africain, Africa CEO Forum, réunit plus de 1200 personnalités, dont des chefs d'État. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est arrivé ce dimanche à Abidjan pour prendre part à l'événement. Dans l'actualité politique ivoirienne, les résultats des premières sénatoriales du pays, livrés hier par la Commission électorale indépendante. Sans surprise, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, rafle 26 circonscriptions contre 8 pour les indépendants. Ce dimanche 25 mars, les fidèles chrétiens célèbrent la fête des Rameaux qui rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ceux de la Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition. La fête des Rameaux donne le coup d'envoi de la semaine sainte qui s'achèvera le jour de Pâques, dimanche prochain. Dimanche des Rameaux entachés en Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées par l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze. C'est le deuxième attentat de ce genre dans la capitale somalienne après celui qui a fait 14 morts jeudi dernier. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Champion africain, l'heure de la transformation. Ce thème sera développé à Africa CEO Forum qui s'ouvre demain à Abidjan. Le plus grand rendez-vous du secteur privé africain réunit plus de 1200 personnalités, dont des chefs d'État. Et comme vous le voyez sur ces images, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est arrivé aujourd'hui même dans la capitale économique ivoirienne. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara et par d'autres autorités. Le président zimbabwéen exposera sur son programme de relance économique pendant cette rencontre. Notez par ailleurs que le président ghanéen Nana Akufo-Addo est attendu à Abidjan pour l'événement. Il arrive ce soir. 48 heures de discussion à Abidjan. Africa CEO Forum 2018 entend permettre à ses participants de poncer des plans d'action pour favoriser la transformation des grandes entreprises du continent. Les privés africains ambitionnent de donner à leur continent les moyens de positionnement économique et social et lui permettre de compter dans le concert des nations. Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Quel bilan retenir des éditions précédentes? Élément de réponse avec Noël Nyagno. Africa CEO Forum, à l'origine, une volonté, créer une plateforme de rencontres et d'échanges des privés africains qui s'ignorent. Comme on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise à Jeune Afrique, on s'est aussi rendu compte que les chefs d'entreprise entre Camerounais, Ghanéens, Ivoiriens, Sénégalais ne se connaissaient pas. Et donc on a décidé de créer un événement qui pouvait être la plateforme du secteur privé pour arriver à montrer au monde que le capitalisme africain existait, pour permettre aux acteurs de ce secteur privé de se connaître tous les uns les autres, de rencontrer des financiers pour les aider à se développer. L'idée prend pied en 2012, c'était à Genève en Suisse. 2012-2018, voici 6 ans que des CEO africains se rencontrent à bonne date. Le constat, l'idée a fait son chemin, mieux, elle a prospéré. La rencontre Africa CEO Forum, ça se développe, ça se diversifie et ça maintient la réflexion au niveau du développement des affaires sur le continent. On a un nombre de participants qui est passé en 5 ans de 500 à 1200 participants. Vous avez vu la qualité des participants, le nombre de pays qui sont représentés, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Et surtout la qualité du networking qui se fait, la qualité des discussions. On a maintenant des communautés qui se sont créées dans le forum, notamment la communauté des femmes dirigeantes, la communauté des jeunes entrepreneurs. La raison essentielle de cette performance, les fils d'Afrique ont compris qu'ils doivent relever les défis du développement parce que c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, il y a une vraie fenêtre pour l'Afrique. Ne nous leurrons pas, tout le monde est focusé sur l'Afrique, comme tout le monde était focusé sur l'Asie, mais ça ne va pas durer toute la vie. D'ici quelques temps, une autre région va émerger. Donc toute l'intelligence, c'est comment l'Afrique va avoir cette capacité, durant ces 5 ans, à transformer le potentiel en réalité pour que définitivement on prenne le train de l'émergence. Et ça, c'est les grands défis. C'est des défis pour nos dirigeants. Il faut aussi que nous, chefs d'entreprise, nous soyons conscients de la même chose. Mais que si on ne transforme pas dans les 5 ans, ça va aller ailleurs et on n'aura que nos yeux pour pleurer. La mise en garde est suffisamment explicite. Que faire? Comment le faire? Avec quels moyens humains, matériels et financiers pour s'inscrire en bonne place dans l'histoire du monde? Voilà la lame de fond qui a traversé les réflexions des 5 éditions.
Pour les besoins de la cause, nous avons retenu le thème de l'édition 2017 à Genève. Réinventer un modèle des affaires propre à l'Afrique. Et pour cause. Que l'Afrique, justement, est dans une position de développement qui est nettement inférieure aux pays développés. Après tant d'années d'indépendance, on devrait aujourd'hui faire le bilan. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'institutions fortes. Et je crois que c'est fondamental. On a peut-être des leaders forts, mais on n'a pas d'institutions fortes. Et c'est ça qui, certainement, cause un gros problème dans la mesure où quand les gens changent, on a quand même l'impression que même les habitudes qui ont été établies, ce qu'on appelle les best practices, vont changer avec les différents gouvernements. Seulement voilà, il a fait débat. Si on veut vraiment transformer l'Afrique, si on veut vraiment que les Africains bénéficient de leurs ressources, bénéficient de la croissance, il faut qu'on puisse réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement. On n'a pas à réinventer un nouveau business model, il y a des principes simples de base qu'on doit mieux faire, c'est optimiser nos actions sur des domaines précis. Une chose est sûre, l'Afrique doit s'accorder une démarche propre à elle, en consolidant la bonne gouvernance. Cela veut dire consolidation du droit dans les pays africains, amélioration de l'environnement des affaires dans les pays africains. Une préoccupation demeure. Comment rendre visible, lisible et compréhensible ces échanges de communication de belles factures au grand public afin qu'il soit conscient que les lignes bougent. Les initiateurs du Africa CEO Forum ont leur petite idée. On est producteur, comme vous le savez, de l'émission Réussite qui passe avec notre coproducteur Canal+, donc qui est déjà une émission qui est consacrée aux chefs d'entreprise. Le Africa CEO Forum est extrêmement de plus en plus connu maintenant, puisque comme vous l'avez vu, il y a des gens qui viennent un petit peu de toute l'Afrique. Autre diffuseur de ces rencontres, la RTI et la télé panafricaine Africable. Il faut décentraliser la couverture d'un événement pareil parce que l'Afrique, c'est vrai, c'est les multinationales, c'est les grandes entreprises, mais le vivier, le grassroots, comme on dit, c'est les petites et moyennes entreprises et ces petites et moyennes entreprises sont intéressées par les médias locaux. Donc il faut aller vers les médias africains véritablement. Il est clair qu'une telle richesse en 2 jours de conférences, de discussions présente pour beaucoup d'Ivoiriens un intérêt certain et cela va nous amener à faire évoluer, utiliser les espaces digitaux, donc sur notre site internet, sur notre fil Twitter ou Facebook, pour ceux qui les pratiquent, donc les différents réseaux sociaux, nous allons valoriser tous ces espaces pour pouvoir communiquer au mieux la richesse de ce qui s'est passé en 2 jours. Après Genève en Suisse en 2017, Abidjan est à nouveau à l'honneur. Cette fois pour réfléchir sur la problématique de l'industrialisation de l'Afrique pour faire face aux enjeux du chômage endémique des jeunes. Dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, les résultats des premières sénatoriales ivoiriennes livrées hier par la CEI, la Commission électorale indépendante. Et sans surprise, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, est largement vainqueur, avec 26 circonscriptions remportées contre 8 pour les listes indépendantes. Gabriel Zani. C'est fait. Les premiers sénateurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire sont élus. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, la coalition au pouvoir, remporte 26 circonscriptions contre 8 pour les listes indépendantes. De ce fait, la coalition a obtenu 50 sièges sur les 66 à pouvoir contre 16 pour les listes indépendantes. La victoire du RHDP s'étend de la région du Bafing au Ouagadougou en passant par les régions de la Bagoué, du Bélier, Cavali, de l'Indénié Djoablan et du district d'Abidjan, pour ne citer que ces circonscriptions. Un succès qui dessine en filigrane la majorité obtenue par l'Alliance des Oufouettistes. Et au-delà, cela traduit la force de la coalition sur le terrain politique. Les indépendants ont tout de même réussi à ravir des sièges dans 8 circonscriptions. Ils se sont imposés, entre autres, dans les régions du Lagné-Bitiassa, du Béré, Bunkani, Bokle, Gbeke, ainsi que dans le district de Yamoussoukro. Ces résultats ont été livrés à l'issue du vote des 7010 grands électeurs. Le taux de participation à ces élections pourrait être élevé sur l'ensemble des 31 régions et des 2 districts du pays. Samedi 24 mars, à la mi-journée, la commission électorale indépendante chargée d'organiser le scrutin avait annoncé un taux national de participation estimé à 63,92%. Ces élus constituent les 2 tiers des membres du Sénat. Le tiers restant sera nommé par le président de la République avant l'entrée en fonction de cette institution prévue le 10 avril. Le Sénat est la 2e chambre du Parlement ivoirien à côté de l'Assemblée nationale.
Et justement, à propos de ces sénatoriales, la rédaction vous propose en direct une émission consacrée au décryptage du scrutin, un regard sur l'organisation de l'élection et les enjeux de cette nouvelle institution. Ce sera tout à l'heure à partir de 21h30 sur RTI 1, émission présentée par David Mobio. Restez donc sur RTI 1 après ce journal. Au chapitre économie de ce 20h, l'Union européenne qui renforce les capacités de l'AGEROUTE, l'Agence de gestion des routes, un appui qui porte notamment sur le renforcement des capacités des chefs de projet de l'AGEROUTE en matière de maîtrise d'ouvrages délégués. L'enjeu de cette formation est de permettre à l'AGEROUTE d'assurer un meilleur suivi des grands chantiers routiers initiés par l'État du Côte d'Ivoire. Mama Traoré nous en dit plus. Réaliser une route implique à la fois un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Le premier cité est le commanditaire et le second, l'entreprise désignée pour bâtir la route. Pour un meilleur suivi du chantier afin d'aboutir aux résultats escomptés, le commanditaire a souvent recours à un MOD, maître d'ouvrage délégué. Son rôle est majeur dans l'aboutissement du projet. Une MOD mal assurée, ça pourrait engendrer des problèmes de mise en œuvre de chantier, des délais de chantier qui ne seraient pas respectés, des montants de chantier qui soient dépassés, des contentieux qui soient difficiles à traiter. Ça pourrait avoir des très très fortes conséquences. En Côte d'Ivoire, l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, assure la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'État sur les chantiers routiers. Depuis 2014, l'agence bénéficie de l'appui technique de l'Union européenne, un renforcement de capacité en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée. Grâce à cet appui-là, on arrive quand même à cerner toutes les facettes qui existent en fait dans ce rôle-là qui nous est dévolu en tant que représentant de l'AGEROUTE, donc représentant les intérêts de l'État de Côte d'Ivoire sur les chantiers. Avec les acquis de cette formation, l'AGEROUTE va relever le niveau de ses prestations pour ainsi se lancer à la conquête du marché sous-régional. Le secteur de la maîtrise d'ouvrage déléguée est désormais ouvert à la concurrence selon une directive de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics et la direction des marchés publics forment des responsables des sociétés financières publiques majoritaires. Les cadres en charge de la passation des marchés publics au sein de ces sociétés ont été instruits sur les principes et enjeux des marchés publics pour répondre aux exigences économiques du moment. C'est ce que nous rapportent Alvorassa et Jean-Luc Bangbo. Ils sont 300 cadres issus des sociétés d'État ou des sociétés à participation financière publique majoritaire qui ont fait le déplacement de Yamoussoukro pour renforcer leurs capacités sur les procédures de contrôle et de régulation des marchés publics. Le Code des marchés publics dispose que toutes les entités qui bénéficient du budget de l'État ou de la caution de l'État sont donc soumises à l'obligation de passer marché. Quoi de plus normal que ces entités aussi sachent quelles sont les procédures en termes de contrôle et de régulation des marchés publics. Plusieurs communications ont été faites notamment sur le principe et les enjeux des marchés publics, les procédures de passation ainsi que les processus de régulation. Nous avons voulu d'abord informer, former, sensibiliser sur la nécessité de respecter la réglementation, sur la transmission de tout ce qui est savoir et savoir-faire pour qu'ils puissent amener à bien ces opérations de passation des marchés. Un séminaire qui vient à point nommé pour rappeler le rôle et la responsabilité des sociétés d'État dans la conduite des marchés publics. Notre attente, donc, elle est grande parce que dans l'exécution de ces marchés, nous avons quelques soucis avec donc, les fournisseurs, nous avons quelques soucis avec même les procédures de passation de marché. Donc il est bon de savoir les procédures qui sont mises en place pour pouvoir réguler ces marchés-là. L'autorité est bien arrivée pour que nos petites et moyennes entreprises puissent accéder au marché d'État. Concilier donc les exigences de célérité et de réglementation, telle a été l'équation que les participants à ce séminaire ont été amenés à résoudre. Les marchés publics en Côte d'Ivoire, rappelons-le, représentent plus de 1000 milliards de francs CFA chaque année. Les douanes ivoiriennes renforcent aussi leur stratégie contre la fraude. Elles viennent d'installer un nouveau scanner à Noé au poste frontière ivoiro-ghanéen. Cet appareil va permettre de détecter les marchandises frauduleuses et illicites cachées dans les conteneurs. 1 heure, c'est le temps pour contrôler 25 camions. Le nouveau scanner, un don chinois, s'ajoute à 2 autres dont disposent les douanes ivoiriennes pour surveiller les conteneurs aux frontières maritimes et terrestres. Lancine Bakayoko.
Ce nouveau scanner de Noé est maillon efficace dans la sécurisation de la frontière ivoiro-ghanéenne, mais surtout un outil précieux dans la facilitation des formalités de dédouanement des marchandises à l'import. Face à la fraude et au trafic de tout genre constaté tant dans les ports que dans les postes frontaliers, il était impérieux pour la douane de se doter d'équipements modernes afin de juguler ces fléaux qui impactent négativement nos performances. Cet équipement moderne, guichet unique de contrôle, va donc renforcer le dispositif opérationnel du bureau douanier de Noé. Les opérateurs économiques sont pleins d'optimisme. Ça va permettre la célérité au niveau des opérations de dédouanement. Ça va réduire les délais et moi je pense que ça va réduire les coûts aussi. Ce scanner, un don du gouvernement chinois, témoignage de la qualité de la coopération bilatérale entre Abidjan et Pékin. C'est bien dans le but de contribuer aux efforts du gouvernement ivoirien de renforcer ses capacités d'application de la loi en matière de douane, de lutter contre le fraude, la contrebande. Le gouvernement chinois a décidé d'octroyer, sous forme de dons, un lot d'équipements d'inspection de conteneurs. Cet appui logistique chinois est motif de satisfaction pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, surtout que le scanner va favoriser la création de nouveaux corps de métier, notamment dans les domaines de l'analyse d'images, de la maintenance et de la radioprotection. Pour l'exercice budgétaire 2018, l'objectif de recette des douanes est de 1803 milliards de francs CFA. Pour réaliser cet objectif, le gouvernement a installé jeudi dernier un conseil de discipline des douanes, organe de promotion de la bonne gouvernance. Qu'est-ce que le SOAC, le système ouest-africain d'accréditation? Quelles sont ses missions, son intérêt? Eh bien, pour nous faire une idée, suivons l'extrait du magazine du dimanche au journal Le 13 présenté par Hamza Diaby. Il avait comme invité M. Marcel Baguidi, directeur général du SOAC. Pourquoi les pays font autant d'efforts pour mettre en place ce type d'organisme? On a vu plusieurs crises, par exemple sanitaires. En Europe, la crise de la vache folle, la viande de cheval, ainsi de suite. Vous avez beaucoup de produits qui entrent, des produits qui sortent. Comment est-ce qu'on garantit que les produits qui sont mis sur le marché sont conformes? Vous avez la téléphonie, vous avez pas mal de produits auxquels le consommateur est confronté tous les jours. Et il faut un dispositif fort, solide, qui permet d'avoir un mécanisme d'évaluation. Et tout le monde est impliqué dans cette chaîne pour sécuriser, in fine, le consommateur. On va avoir les entreprises qui fabriquent, on va avoir les commerçants qui importent les produits, on va avoir les organismes d'évaluation de la conformité qui doivent faire des inspections, les entreprises qui vont se faire certifier, les laboratoires qui vont analyser. Et c'est cet ensemble qui nécessite justement d'avoir ces organismes en place pour protéger le consommateur. Nous sommes dimanche 25 mars aujourd'hui. C'est un jour spécial pour les fidèles chrétiens. Ils sont des milliers à travers le monde à célébrer la fête des rameaux qui rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ceux de la Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition la fête des rameaux dont le coup d'envoi de la semaine sainte qui s'achèvera le jour de Pâques dimanche prochain. Issa Tchonaïeo. Le dimanche des rameaux, le 6e dimanche du carême chrétien, célébré chaque année. Les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire ont donc sacrifié à la tradition en célébrant ce dimanche la fête des rameaux. Procession, chants, louanges et prières, rameaux à la main pour commémorer le Christ. En tout ce soir même, en tout. Cette fête est aussi l'occasion pour les guides religieux d'expliquer aux fidèles chrétiens le sens de cette commémoration. Pour nous, en célébrant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est une manière de célébrer la victoire du ressuscité. C'est une manière d'attester que c'est vraiment lui le Messie. À travers la cérémonie de la Passion, nous découvrirons les traits caractéristiques de ce Messie que nous célébrons, qui passe par la souffrance, qui passe par le rejet, qui passe par sa dignité qui est bafouée, qui passe par le port de sa croix, qui passe par la mort, mais qui va ressusciter. Les rameaux, c'est symbolique parce que au temps donc, du Seigneur Jésus-Christ et même dans l'Antiquité, c'est la symbolique de la victoire. Lorsque les Romains partaient donc au combat et qu'ils venaient vainqueurs, on tissait les rameaux et donc en tant que couronne, généralement c'est le général qui portait cela pour donc dire que c'est un général victorieux. Pour les fidèles chrétiens, l'heure est à la reconnaissance au Christ.
Nous sommes dans la joie aujourd'hui. C'est un grand jour, un jour de bénédiction, un jour de gloire. Aujourd'hui, jour de Rameau, ils vont acclamer le Seigneur, le proclamer comme roi. Et vous allez voir, d'ici vendredi, ils vont le crucifier. Mais comme lui n'est pas homme, il est Dieu parfait, il va ressusciter après sa mort. Et donc c'est dans ce processus que nous entrons, où on vous glorifie, on vous crucifie, et puis Dieu vous ressuscite. La fête de Rameau ouvre la semaine sainte qui précède la fête de Pâques. Cette fête sera célébrée le dimanche prochain par les fidèles chrétiens après 40 jours de carême. Et avant cette fête des Rameaux, le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré, était à Boisflé pour la 2e édition de la campagne nationale de communication pour le changement de comportement des jeunes. Le slogan de cette campagne, « Jeunes, attention, l'alcool, c'est pas cool et la drogue te détruit ». Ghana Konati. Attirer l'attention des jeunes sur les risques et dangers liés à la consommation de l'alcool, de la drogue et autres substances nocives, telle est la mission du ministre Sidi Touré en initiant la campagne nationale de communication pour le changement de comportement. À Boisflé, dans la région de la Maraoué, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique a exhorté la jeunesse dans son ensemble à plus de prise de conscience. L'usage abusif du tabac, de l'alcool et des produits psychotropes est nocif et constitue le principal facteur de risque de maladies chroniques qui peuvent conduire les jeunes à une mort prématurée. Chers amis jeunes, je voudrais m'adresser à vous en vous interpellant. Oui, jeunes, attention, l'alcool, c'est pas cool et la drogue te détruit. Des conférences sur l'alcoolisme et la toxicomanie, leurs effets et conséquences ont été débattus. Des échanges qui ont permis aux jeunes de prendre conscience de leur vulnérabilité face à de nombreux fléaux. Étant élève, lorsque tu fumes, tu ne peux pas bosser. Lorsque tu bois, tu n'as plus le contrôle de ta vie, ce qui va faire que tu vas abandonner tes études. Nous, en tant qu'éducateurs, nous avons même mis des cellules en place pour sensibiliser les enfants, afin que la drogue quitte les écoles une bonne fois pour toutes. Des bénéficiaires de fonds ont été visités dans leur entreprise par le ministre Sidi Touré et le salut au drapeau en début de matinée. Une autre lutte est engagée contre le cancer du col de l'utérus par le réseau des experts européens département Afrique de l'Ouest avec l'appui du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Une séance de dépistage a été organisée pour sensibiliser les femmes sur les dangers liés au cancer du col de l'utérus. Ouattara-Madou Walter. Une femme meurt toutes les 2 minutes du cancer du col de l'utérus selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 500 000 nouveaux cas sont enregistrés tous les ans à travers le monde. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 1500 femmes qui contractent cette maladie par an. Pour les experts de la santé, seul le dépistage reste le meilleur moyen de prévention. C'est un cancer qui est provoqué par un virus appelé le papillomavirus humain qui est transmis de façon préférentielle sur le plan sexuel. Et lorsque ce virus est posé au niveau du col de l'utérus, il va commencer à se développer, à ronger les cellules. Une femme qui a atteint d'un début de cancer du col de l'utérus, si elle est diagnostiquée tôt, peut guérir totalement et mener une vie normale. Pour mieux lutter contre cette maladie, le réseau des chambres des experts département Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, initie une séance de formation et de dépistage en faveur des femmes. Pour ces organismes internationaux, il est important que chaque femme puisse connaître son statut. Nous avons décidé d'appuyer ces dames-là pour qu'elles puissent bénéficier gratuitement d'un dépistage et éventuellement d'un suivi pour les cas qui seront avérés. Dans sa mission de lutte contre la pauvreté et œuvrer au bien-être des populations, le réseau des chambres experts européens a offert plusieurs lits médicalisés et des fauteuils roulants au conseil régional du Poro, également au village de Wawakro dans la région du Bélier. Une action qui va s'étendre aux autres régions de la Côte d'Ivoire.
La rédaction vous propose un peu d'humour dans ce 20h. Après tout le pleu et Guiglo, l'équipe de production de l'émission à succès Bonjour de la radiodiffusion télévision ivoirienne a mis le cap sur Korogo. Les humoristes ont réussi à arracher le rire aux élus, aux cadres et aux populations. Suivons le reportage de Konepa Kassoko. Stade de Korogo, bondé de monde. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas à une rencontre de football, encore moins à une compétition d'athlétisme, mais bien à Bonjour, l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. À ce grand rendez-vous du rire, les artistes sur le podium font montre de leur savoir-faire. Quand elle a 10 années, elle a envoyé Zédara. Mesdames, Messieurs, bonsoir, tout ce Paul Dokuye, demandons au président Nicolas Bédié, est-ce que ça va? Et Bédié qui répond, mettez-vous à ma disposition. Le progrès sera pour tous et le bonheur pour chacun. Donc Paul Dokuye demande, mais si le bonheur pour tous, le bonheur pour chacun, si on veut manger, on fait comment? Vous voulez manger? Plantez derrière vos maisons. Celui qui joue. Joueur. Bravo. Celui qui nage. C'est nageur. C'est tout. Celui qui s'assoit. C'est soyeux. Placé sous le patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, maire de Korogo, représenté par le préfet des régions, préfet du département de Korogo, et sous le parrainage de Lassina Ouattara, fils de Korogo, chargé des missions du président de la République, autorités, élus, cadres et populations sorties nombreuses, fiers d'accueillir Bonjour 2018. Je suis fier de la population de Korogo. Vraiment, je remercie tous les artistes qui sont venus à Korogo et je suis très content. Et je dis merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On va faire revenir Bonjour 2019, Inch'Allah, à Korogo encore. Bonjour 2018 à Korogo terminé. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour des instants d'humour et de rire. Et l'ambiance est tout autre en Somalie où au moins 4 personnes, dont 2 civils, ont été tués par l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze ce dimanche. C'est le 2e attentat du genre dans la capitale somalienne après celui qui a fait 14 morts jeudi dernier. Je vous propose le reste de l'actualité internationale dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans le monde? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Olivier Iriebi et Gabriel Zani. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un accord sur les termes d'une période de transition post-Brexit. Cette information a été donnée lundi par les négociateurs en chef des 2 parties, Michel Barnier et David Davis. La période de transition qui durera jusqu'au 31 décembre 2020 est souhaitée par Londres pour éviter les conséquences d'une rupture brutale fin mars 2019 en attendant que soient conclus des accords commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007 par Mouammar Kadhafi, a-t-on appris mardi de sources judiciaires. C'est la première fois que l'ancien chef d'État français est entendu dans le cadre de cette affaire par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Au moins 47 personnes, dont des femmes et des enfants, tuées en une année en République démocratique du Congo dans la répression des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, selon un rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'ONU, publié mercredi. Le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, après examen de la gestion des manifestations de l'opposition en 2017 et début 2018, conclut à un usage excessif de la force par les forces de sécurité pour réprimer les manifestants. À l'appel de plusieurs syndicats, les fonctionnaires, les cheminots, les contrôleurs aériens ont fait grève jeudi pour dénoncer les réformes qui les concernent. Ils défendent le service public. Selon eux, ces grévistes dénoncent la baisse du pouvoir d'achat et souhaitent un changement de leur statut.
L'État islamique a revendiqué les attaques terroristes commises vendredi matin dans un supermarché de Trèbes dans l'Aube en France. Ces attaques ont fait 3 morts et 16 blessés. L'assaillant, identifié comme un franco-marocain radicalisé, a été abattu par la police. La Haute Cour de Sierra Leone a annoncé samedi la suspension provisoire du second tour de l'élection présidentielle prévue mardi prochain. Cette décision fait suite à une requête déposée par un membre de l'APC, le parti au pouvoir. Ibrahim Sori Koroma demande une enquête sur les accusations de fraude lors du premier tour de la présidentielle tenue le 7 mars dernier. Carles Puigdemont, l'ancien président de la Généralité de Catalogne, a été arrêté dimanche en Allemagne. La justice espagnole a émis vendredi un mandat d'arrêt international contre lui et 5 autres dirigeants séparatistes catalans. Carles Puigdemont a été arrêté alors qu'il franchissait la frontière entre le Danemark et l'Allemagne après avoir quitté la Finlande vendredi soir pour entrer à Bruxelles. Fin de ce 20h, mais ne décrochez pas. La rédaction vous propose en direct une émission consacrée au décryptage du scrutin sénatorial, un regard sur l'organisation de l'élection et les enjeux de cette nouvelle institution. Ce sera tout à l'heure à partir de 21h30 sur RTI 1, émission présentée par David Mobio. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Michel Mambo, le dernier journal. À demain, 20h.